Bonsoir à tous, bienvenue à notre webinaire qui porte sur la place de la promotion de la santé dans les déserts médicaux. Alors tout d'abord, on tient à remercier les personnes qui ont répondu à notre petit sondage. Nous analyserons vos réponses ultérieurement. On va vous partager du coup un petit diaporama qui va vous faire un petit contexte de notre webinaire. Ah, le voici. Alors comme vous le savez tous, le désert médical est un thème d'actualité qui est de plus en plus documenté dans la presse, dans la radio. Il renvoie souvent à la rase campagne dépourvue de services médicaux, mais pour le définir, nous sommes entretenus avec Olivier Bouba-Olga, qui est le chef de service études au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et celui-ci nous a proposé une définition du désert médical qui est basée sur le critère de l'APL. Ce n'est pas l'aide financière pour le logement étudiant, c'est en fait l'accessibilité potentielle localisée et elle est particulièrement appliquée, cette notion aux médecins généralistes. Donc, c'est un indicateur qui est en fait un ratio prenant en compte plusieurs facteurs. D'une part, le nombre de médecins disponibles dans une zone géographique, le volume de consultations qu'ils réalisent, et d'autre part, la répartition géographique des patients potentiels dans cette zone, ainsi que la distance entre les lieux de résidence des habitants et les lieux de consultation. Un territoire est considéré comme un désert médical si cet APL est inférieur à 2,5 consultations chez un médecin généraliste par habitant et par an. Pour illustrer ce propos, nous avons ici sous nos yeux la cartographie nationale des APL, représentée donc par différentes couleurs, à savoir le bleu pour les zones de désert médical et le orangé, jaune et rouge pour les zones suffisamment desservies en professionnels de santé. Alors, comme vous le voyez, nous observons une accentuation des déserts médicaux entre 2015 à gauche et 2021 à droite. Euh, voilà. Ce phénomène de désertification médicale n'a pas épargné donc, notre région Nouvelle-Aquitaine, donc, comme illustré dans cette diapositive. Il faut savoir que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui est très diverse, avec voilà, d'une part des disparités urbaines, rurales, mais aussi des disparités littorales, intérieures des terres, avec notamment le littoral atlantique qui est parfois, de manière assez surprenante, surinvesti, euh, représenté par les zones rougeâtres le long de la côte atlantique, tandis que d'autres régions en bleu sont, elles, sous-cotées, sous-desservies, sous-investies médicalement. On peut d'ailleurs se questionner sur le lien entre les déserts médicaux et l'attractivité perçue des territoires. Donc, on en discutera durant ce webinaire. Alors, notre webinaire porte principalement sur la promotion de la santé. La promotion de la santé a été définie par la Charte d'Ottawa comme étant le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et donc de l'améliorer. Dans cette optique, la santé est perçue non pas comme un but ultime, mais une ressource de la vie quotidienne. Cela implique toutes les politiques, notamment en créant des environnements favorables et en favorisant l'action communautaire et l'acquisition d'aptitudes individuelles. C'est avec ce questionnement que nous nous sommes demandé si la problématique des déserts médicaux était uniquement due à un problème d'offre de soins ou si elle pouvait être abordée de manière plus large dans le cadre de la promotion de la santé. En tant qu'étudiant et étudiante en santé publique, mais également en tant qu'acteur du système de santé, c'est une question que nous nous sommes amenés à nous poser et nous espérons que, comme vous, nous pourrons trouver ces réponses au travers des différents intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter de participer à ce webinaire. Et ainsi, nous pourrons adapter au mieux nos futures missions grâce à ces différents points de vue. Pour donc présenter un peu plus les différents intervenants qui vont parler de leurs propres expériences dans ce webinaire. Donc, nous avons tout d'abord M. Guy Rouchon, qui est maire de la ville d'Agen, située dans le département de la Creuse. Nous aurons ensuite Dr Martial Jardel, président et cofondateur de l'association Médecins Solidaires.
Puis la docteure Anne-Marie Brunery, qui est vice-présidente du collectif LNSC. Et enfin, Madame Élodie Delagrange, qui est directrice adjointe au développement local et économie, ainsi que coordinatrice du contrat local de santé Sud-Gironde. Enfin, Madame Simone Matoulin-Pellissier, la directrice de l'ISPED, nous fera l'honneur de faire le mot de conclusion. Pour le premier témoignage, il s'agit de celui de Monsieur Guy Rouchon. Il s'agit d'un enregistrement téléphonique qui a été élaboré il y a quelques semaines. La qualité sonore n'étant pas toujours au rendez-vous, nous vous demanderons d'augmenter légèrement le son de vos appareils sur lesquels vous écoutez le webinaire. Enfin, étant une interview qui a été réalisée préalablement, il ne pourra pas y avoir de questions sur cette interview en particulier. Monsieur Rouchon nous témoigne donc des difficultés qu'il a rencontrées dans sa commune et son expérience avec Médecins Solidaires. Donc, je vais laisser ma collègue Gladys lancer son témoignage. Par exemple, voilà, des gens qui n'étaient plus soignés, qui ne prenaient plus de médicaments. Ce qui s'est passé sur la commune, c'est que, et je le dis assez souvent, c'est que avant j'étais le maire de la commune, le maire, voilà, avec des gens qui m'apprécient ou qui m'apprécient moins. Et à partir du moment où Médecins Solidaires est arrivé, j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose impossible. Vous savez très bien qu'autour d'Agen et dans toute la France, il y a des déserts, ce qu'on appelle des déserts médicaux. Alors voilà, ils ne savaient pas trop comment et tout ça, mais ils savaient qu'il y avait des médecins. Alors au début, il y a eu l'interrogation sur le turnover de médecins, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas affaire aux médecins de famille, mais à une famille de médecins, comme le dirait Gabriel Dupassage. Mais un médecin toutes les semaines, des regards croisés qui peuvent être intéressants, c'est effectivement. Surtout sur la santé, hein, parce que moi je connais plusieurs personnes qui n'avaient pas pu se soigner, qui n'avaient pas trouvé de médecin. Et plus dans le bourg d'Agen, c'est un monsieur qui lui avait arrêté complètement. Il avait un diabète, il est diabétique, et donc il avait arrêté complètement ses soins. Et donc il a été un des premiers patients la première fois. Il a fait une analyse de sang et puis depuis, ça va très bien. Et tous les matins il passe saluer les coordinatrices. Alors améliorer, non, je vois pas vraiment. Alors parce que si au départ on avait un seul médecin, à partir depuis le mois de septembre, on a 2 médecins quotidiennement. Enfin, chaque semaine. Cette semaine, c'est deux dames, donc et toutes les semaines, on a 2 médecins. Donc c'est encore un plus. Peut-être que par la suite, on aura un ou une IPA, mais pour l'instant c'est pas effectif. Mais aujourd'hui, non, c'est très bien. Alors je sais très bien qu'il y a quelques personnes qui ont demandé est-ce qu'il pourrait pas y avoir des spécialistes, un dentiste ou autre, mais pour l'instant, Médecins Solidaires ne veut pas s'aventurer sur les spécialistes, étant donné qu'ils veulent bien maîtriser déjà les généralistes. Donc améliorer, non, je vois pas vraiment tout de suite. Ça fonctionne bien parce que les coordinatrices, c'est le visage du centre en réalité, parce que les médecins tournent, les coordinatrices restent, donc ce soit bien. Les gens peuvent s'adresser, ils peuvent prendre des rendez-vous. Alors c'était Doctolib, maintenant ça a changé, ce sera plus Doctolib, mais prennent des rendez-vous aussi par téléphone. Et puis certains peuvent venir aussi au centre de santé, mais ils s'adressent beaucoup par téléphone. Oui, ça se passe bien. Elle gère les rendez-vous, tous les rendez-vous, bien sûr, oui. Ça a un impact sur la commune, effectivement, et ça rayonne largement autour de la commune. Et Agen est à 10 km du centre du chef-lieu de département, Guéret, et il y a beaucoup de patients de Guéret qui viennent à Agen aujourd'hui. Voilà, c'est bien, c'est très bien qu'ils viennent à Agen. Parce qu'effectivement, on a des commerces à Agen. Alors donc, s'ils viennent sur Agen, on peut penser, alors, c'est pas la majorité, bien sûr, mais qui peuvent aller à la pharmacie, parce qu'on a une pharmacie, mais qui peuvent passer au bar, prendre un café, parce que ça arrive en avance, ou après la consultation. On a 2 boulangeries, donc ils peuvent aller prendre la baguette, pourquoi pas, ou un croissant, tu vois. Voilà. Sur cette expérimentation, moi c'est super. Aujourd'hui, Médecins Solidaires a ouvert
7 centres de santé. Il y en aura un huitième là en février. Je voudrais bien qu'ils se multiplient beaucoup, beaucoup. Voilà. Et même la question qui m'est posée de temps en temps, mais parmi ces médecins, personne n'a émis le désir de s'installer à Agen. Pour l'instant, non. Peut-être que ça viendra, mais aujourd'hui, non. Mais aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que si on veut avoir deux médecins, alors un couple de médecins, pourquoi pas? Voilà. Alors donc, j'allais dire que moi, personnellement, j'espère que ça va se prolonger. Voilà, médecin d'expérience, médecin solidaire va se prolonger et puis qu'on aura deux médecins, voilà, à demeure. Oui, ça on a en Creuse, mais pas suffisamment, hein, malheureusement. Hein. C'est qu'il en faudrait beaucoup plus, surtout notamment les dentistes. Hein. Les dentistes, c'est la première demande des... Parce que, moi, personnellement, je vais à Doméran, à côté de Montluçon, c'est à 50 km même 60 km de Guéret. Voilà. Et donc, c'est pas facile de trouver, c'est pas aisé de trouver un dentiste localement. D'accord. Et pour les infirmières ou les kinés, par exemple, est-ce que vous avez des besoins aussi? Alors, des kinés, il y en a, oui, effectivement. On a un couple de kinés, par exemple, qui réside sur la commune, mais qui exerce sur une commune voisine. Mais les kinés, c'est assez difficile. Hein. Le format médecin solidaire me correspond plus. Hein. Parce que pour avoir des médecins vraiment dans le village, ça me correspond bien. Mais effectivement, toutes les expérimentations sont à prendre. Hein. Aujourd'hui, on manque de médecins dans les campagnes. Dans les campagnes, il y a la périphérie des grandes villes, d'ailleurs. Même Paris, la couronne parisienne, effectivement, il manque des médecins. Non, mais nous, le médecin solidaire, ça nous correspond tout à fait et c'est très bien. Nous remercions Monsieur Rouchon pour son témoignage. Sachez que vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire de poser des questions via l'onglet Q et R. Bon, malheureusement pour Monsieur Rouchon, comme il s'agit d'une retranscription, il n'y a pas de questions possibles. Donc nous allons à présent accueillir le docteur Jardel pour son témoignage. Excusez-moi. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Jardel. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation à ce webinaire. Donc, vous avez entendu Guy Rouchon. Guy Rouchon qui est un maire absolument formidable de la commune d'Agen en Creuse. Donc, moi, je suis médecin généraliste. Je suis le président et cofondateur de l'association Médecins Solidaires dont Guy Rouchon parlait juste à l'instant. Donc, avec Guy Rouchon, c'est avec lui qu'on a commencé en octobre 2022, cette expérimentation à Agen, donc AJAIN, hein, vous l'avez compris, ça n'a rien à voir avec celui des Pruneaux qui est dans le Lot-et-Garonne, c'est une petite commune en Creuse à côté de Guéret. Et l'idée était de dire, eh bien, puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on peut demander peu, mais à beaucoup de médecins. En se disant, il faut qu'on inverse la perspective et que nous, médecins, on soit en capacité de contribuer, de proposer quelque chose. On ne peut pas rester sur le bord de la route, les bras croisés, à regarder le drame se jouer devant nous et ne rien proposer. Nous, on est citoyens, mais on est plus que ça, on est citoyens médecins. Et donc, s'il y a bien des gens qui ont une capacité de proposition dans ce sujet d'inégalité d'accès aux soins, peut-être que nous, c'est encore plus vrai. Et donc, la proposition, au départ, c'est une idée qui théoriquement est assez facile à poser sur le papier, mais à un moment, il faut la concrétiser et la mettre dans le concret. Et donc, on a construit ce projet d'expérimentation et on l'a construit dans ce village de la Creuse. Pourquoi? Parce que moi, je suis médecin généraliste dans la Haute-Vienne, qui est un département limitrophe, qui est à côté de la Creuse, qui est un peu moins en souffrance, bien qu'il est en souffrance quand même. Et donc, ça paraissait assez naturel de venir en Creuse, qui est un département emblématique de l'hyper-ruralité, dans lequel il était tout à fait légitime de mener cette action, et parce que la Creuse a aussi, du fait de cette position-là, est un euh, assez dynamique laboratoire de la ruralité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui naissent en Creuse pour la ruralité. Ils aiment bien dire qu'ils ont euh, euh,
j'essaie de retrouver la formule pour pas que ça tombe à plat, mais ils ont 50 ans de retard d'avance. Voilà, c'est souvent ça qu'ils disent pour dire, bah oui, ici c'est une ruralité, il y a peut-être des gens qui voient la Creuse comme un territoire où il se passe pas grand-chose. Nous, on pense au contraire que c'est un territoire où cette ruralité crée de nouvelles opportunités et qui peuvent répondre à des enjeux d'un monde futur auquel on peut peut-être tous aspirer, mais là on rentre dans d'autres considération. Mais en tout cas, il y avait ce terreau en Creuse de l'innovation au profit de la ruralité. Donc, on a essayé d'identifier un village. On est allé voir l'Agence régionale de santé, on est allé voir le conseil départemental de l'ordre des médecins. Il y a plusieurs villages qui sont apparus et Agen était en tête de cela. En plus, l'équipe municipale était vraiment très dynamique. Ils avaient déjà enclenché plusieurs actions pour chercher des médecins et donc on était à peu près certain de trouver une réceptivité à notre initiative qui, à l'époque, était quand même un petit peu étrange parce que ça semblait quand même un petit peu utopique, gentil, mais utopique. De dire un médecin toutes les semaines, on pouvait, à juste titre, craindre que ce ne soit pas possible. Et donc, je suis allé rencontrer Guy Rouchon. Et là, on a trouvé un accueil formidable. Guy Rouchon avec son équipe d'adjoints. Et on a commencé à expérimenter le projet. Alors, on avait un problème. On avait un problème, c'est qu'ils n'avaient pas de foncier disponible, ils n'avaient pas de local disponible dans la commune d'Agen pour pouvoir expérimenter ça. Puisque notre modèle, c'est que la municipalité met à disposition le local. Et donc, ils ont eu cette idée géniale, plutôt que de se dire, bah, écoutez, construisons, et puis on verra bien. Ils ont dit, bah, on va louer un cabinet modulaire. On va louer un Algeco, et puis ça nous permettra d'expérimenter. Et donc, au début, on s'est dit, ah, c'est dommage, quand même, un Algeco. Et puis, en fait, on s'est dit, mais c'est génial parce que ça souligne l'urgence de la situation. Parce que quand on voit un cabinet modulaire qui devient centre de santé, on se dit, waouh, c'est vraiment grave. Et puis, ça rendait plus flexible notre expérimentation. C'est-à-dire que si ça ne fonctionnait pas, ben, on n'avait pas engagé des financements dans une construction, une rénovation qui avait du coup une durabilité. Et si on avait mis, je ne sais pas, 50 000 euros dans des travaux de rénovation d'un bâtiment et que notre projet n'aurait pas marché, ben, c'était 50 000 euros jetés par les fenêtres. Là, c'était de la location. Il suffisait de le renvoyer si le projet ne marchait pas. Et puis, c'était terminé. Donc, on a vu l'Algeco arriver avec une grue, se poser sur le terrain, et puis on a démarré le projet comme ça en octobre 2022. Et une de nos plus grandes fiertés, c'est de dire que depuis le 31 octobre 2022, il n'y a eu dans aucun de nos centres de santé une seule semaine sans médecin. On a eu un médecin toutes les semaines dans tous nos centres de santé. Et je dis dans tous nos centres de santé parce que depuis ce centre expérimental d'Agen en octobre 2022, on en a ouvert six autres et bientôt le huitième, donc ça fera sept autres. On ouvre le huitième à la fin du mois. On a réussi à agréger un collectif de 600 médecins en 2 ans. Donc c'est une aventure formidable parce que les médecins répondent présents à cet appel qu'on leur a proposé en leur créant un véhicule qui leur permet de contribuer à la lutte contre l'inégalité d'accès aux soins. Et c'est vraiment un point sur lequel je voudrais insister, c'est cette idée de contribution. En fait, on se rend compte, et je suis absolument convaincu de ça, qu'il y a énormément de gens dans énormément de secteurs qui sont d'accord pour contribuer puisque l'humain a d'assez belles valeurs, il en a aussi des terribles, mais on peut éveiller les belles valeurs si tant est qu'on ait le moyen de les éveiller et surtout le moyen de permettre aux gens de contribuer à la résolution des problèmes. Je donne un autre exemple à côté de Médecins Solidaires qui peut illustrer mon propos. Vous connaissez peut-être une société, une entreprise qui s'appelle la marque du consommateur. C'est qui le patron? Le lait, les briques bleues sur lesquelles vous avez écrit en gros ce lait rémunère au juste prix les producteurs que vous avez peut-être vu dans des supermarchés. Vous allez vous dire, a priori, ça n'a rien à voir avec Médecins Solidaires. Et pourtant, il y a un point commun très important, c'est que dans ce sujet du lait, où on dit, ben, en fait, on a des producteurs de lait qui ne vivent pas, de leur travail. C'est ça le problème. Quelle est la solution qu'on trouve qui est basée sur le principe de la contribution? C'est de dire, ben, en fait, le consommateur n'est pas idiot, et si on lui donne l'information, si on lui donne euh, le, le, le,
l'information que en achetant cette brique de lait quelques centimes supplémentaires, il va pouvoir sauver le producteur puisqu'il va lui permettre de mieux gagner sa vie, il va le faire. Parce qu'on lui donne le moyen de contribuer à un problème qui le touche. Quand on regarde la télé ou quand on lit les journaux et qu'on voit que des producteurs de lait ne vivent pas, ça nous révolte et ça nous touche en tant que citoyens. En tout cas, beaucoup d'entre nous. Mais faut-il qu'on ait un moyen de contribuer pour lutter contre cette inégalité-là? Et donc, ce lait, cette marque du consommateur, nous donne ce moyen-là. Ben, dans Médecins Solidaires, c'est un peu. Je fais le parallèle parce que je trouve que c'est intéressant comme mouvement, une espèce d'économie de la contribution plus qu'une économie de la consommation en disant bah, médecins solidaires, il y a plein de médecins qui sont touchés par cette situation, qui trouvent que c'est révoltant, qui sont émus quand ils passent dans des villages et qu'ils voient des banderoles sur les ronds-points avec écrit cherche médecin, etc., mais qui sont dans l'impossibilité de contribuer parce qu'ils ne vont pas s'installer pendant 30 ans dans un village qu'ils traversent pour aller en vacances. Ça n'a pas de sens. Et donc, nous, on leur dit, bah, en fait, vous venez une semaine. Vous venez une semaine et vous changez la vie de ces habitants en venant une semaine par an. Parce que si 100% des médecins généralistes de ce pays adhéraient à notre projet et contribuaient à hauteur d'une semaine par an, on pourrait ouvrir 1500 centres de santé sur le territoire. Alors on n'est pas cinglé, mais on pense que si 10% adhèrent au projet, on pourrait ouvrir 150 centres sur le territoire. Donc nous, notre objectif, c'est d'ouvrir 20 centres de santé dans un premier temps. Aujourd'hui, on est à 8, il faut qu'on soit à 20. Pourquoi aussi il faut qu'on soit à 20? Parce que 20, c'est le moment où notre projet touche son point d'équilibre financier. Parce que le monde est joli, mais il y a quand même une nécessité d'équilibre économique pour que les projets puissent avoir une pérennité. Alors, équilibre économique, ça ne veut pas dire lucrativité. Et c'est ça qui est très important. C'est que nous, on est vraiment dans l'économie sociale et solidaire. On a besoin d'un modèle économique parce que sinon, on met une on fragilise le projet, on le rend impossible, ou en tout cas conditionné à la perfusion euh, du bon vouloir de la puissance publique qui peut changer du jour au lendemain, on le voit autour de nous. Donc il faut donner une sécurité au projet en ayant un modèle économique qui soit viable, ça c'est très important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les patients, Guy Rouchon en parlait rapidement, mais est-ce que les patients sont satisfaits ou pas? Parce que ça compte aussi. Ben, les patients, on se rend compte qu'ils sont hyper résilients et que si on leur donne un autre système, eh bien, ils y trouveront certes peut-être des inconvénients, mais aussi des avantages. Ils perdent l'épaisseur de la relation thérapeutique qu'ils pouvaient avoir avec leur médecin de famille, qu'ils n'avaient pas tous non plus, hein. Il y a plein de patients qui n'ont pas tellement de relations construites avec leur médecin. Et puis, par contre, ils gagnent autre chose. Ce qu'ils gagnent, c'est des regards croisés sur leur pathologie. Et quand ils ont quatre médecins qui leur ont dit que leur ordonnance était OK, qu'elle était bonne, que les traitements étaient adaptés, eh bien, on peut faire le pari, on est en train d'essayer de faire de la recherche un peu plus objective sur ça, mais en tout cas, on peut faire le pari, qui n'est pas très audacieux, qu'il y a moins d'effets indésirables, moins d'interactions médicamenteuses, et que l'ordonnance est plus en phase avec les recommandations scientifiques en vigueur, quand on a quatre médecins qui sont d'accord sur l'ordonnance d'un patient. Et donc, ces regards croisés vont aussi pouvoir profiter aux patients parce que ben, d'un coup, vous allez consulter un médecin qui a une petite expertise personnelle en rhumatologie parce que ça l'a toujours intéressé et peut-être qu'il va pouvoir vous apporter une solution sur cette douleur de genou qui traîne depuis 1 an et demi et que personne n'arrive à faire passer. De même, vous pouvez avoir la semaine d'après une médecin qui a une petite expertise en gynécologie et qui va pouvoir avoir une discussion sur la contraception que n'aurait jamais eu la patiente qui vient pour ce type de consultation avec un médecin qui n'avait pas cette compétence-là. Et donc, ce panel de compétences qui vont se succéder au même endroit vont provoquer aussi un enrichissement. Et donc, en fait, c'est comme tout modèle. Tout modèle a ses opportunités et ses limites. Et on nous dit, mais alors du coup, c'est la fin du médecin de famille. Mais pas du tout. Tant que des médecins voudront devenir médecins de famille, il faudra évidemment les y encourager. Mais on ne peut pas rester dans l'impasse, dans l'immobilisme, en se disant, bah, on attend qu'il y ait un médecin qui a envie de s'installer là. Il faut qu'on se mobilise et qu'on crée une offre de soins complémentaire qui puisse permettre de répondre quand il y a une impasse et quand il y a un territoire qui n'a pas de projet d'installation prévu. Et donc, c'est en plus
très intéressant parce que au départ, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que je peux être très long. Hein. Donc si vous, je ne sais plus quel est le timing qu'on s'était donné, mais n'hésitez pas à me stopper. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir à la base une perception un peu de fragilité en se disant, mais attends, ça veut dire que toutes les semaines, on re-questionne l'accès aux soins. Viendra pas, sera pas là. Et se dire, mais notre accès aux soins, du coup, il est pas pérenne. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'inverse. La preuve de l'expérience nous montre l'inverse. Puisque, comme je vous le disais, depuis 2 ans, on n'a pas eu une seule semaine sans médecin. Pourquoi? Parce que c'est arrivé pourtant que des médecins nous fassent faux bond au dernier moment. J'ai une sciatique, j'ai un décès dans ma famille, je ne peux pas venir. C'est arrivé quelquefois. À chaque fois, quand on a euh, diffusé cette information à notre collectif de médecins, euh, un médecin est absent au dernier moment, est-ce que l'un d'entre vous serait disponible pour être lundi prochain à Agen? Bah, quand vous demandez ça à 600 médecins, la probabilité qu'il y en ait un qui se rende disponible, elle existe. Et elle existe fortement. En tout cas, elle s'est à chaque fois vérifiée. Et on avait la semaine dernière une rencontre avec nos médecins, et il y en a un avec qui je discutais, qui est un peu notre champion, il a fait 13 semaines, médecin solidaire. Et je lui disais, mais Gérard, il faut qu'on fasse attention parce que le jour où on a une semaine sans médecin, tout le projet tombe, parce que ça décrédibilisera cette, euh, la pertinence de notre fonctionnement. Et il m'a dit, mais Martial, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que si un jour il y a un médecin qui n'est pas là, moi je supprime mes vacances s'il faut pour venir assurer la continuité des soins. Et donc c'est un exemple parmi d'autres, mais pour dire qu'il y a des médecins qui sont très engagés. Et ces médecins qui sont très engagés sont ceux qui font tenir le projet et qui donnent envie aux autres d'être encore plus engagés. Et donc c'est très intéressant. Et pourquoi est-ce que je disais c'est plus solide? Parce que donc du coup on n'a jamais eu une semaine sans médecin. Inversement, quand vous avez un médecin qui est installé tout seul dans un territoire, alors le village se félicite, on a un médecin qui s'installe et qui prévoit de travailler là pendant 40 ans. Donc là, le village fait une fête, on tire un feu d'artifice, c'est formidable, enfin on a un médecin. Et puis patatras, au bout de 2 ans, le médecin décide de partir. Soit il décide de partir parce que il en a marre, parce qu'en fait ça correspond pas à ce qu'il voulait, soit parce qu'il est en burn-out, il est en surcharge, soit parce qu'il est tombé amoureux, qu'il a eu envie d'aller ailleurs, etc. Bref, il s'en va. Et là, c'est le village qui est en désespoir total. C'est toute l'offre de soins du territoire qui s'effondre. Et donc, c'est une vraie réflexion, mais pour nourrir un peu le débat peut-être de ce soir, la réflexion, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'irresponsable de militer pour que des médecins s'installent seuls dans des territoires et soient seuls responsables de l'accès aux soins de tout un territoire. Et donc vraiment d'avoir Vous essayez de m'arrêter là, je crois. Oui, tout à fait, je me permets. En fait, on a énormément de questions dans le chat, donc ce qui montre que beaucoup de monde est très intéressé par ce que vous dites et qu'en raison du temps, du coup, on va devoir en sélectionner quelques-unes qui nous semblent un peu pertinentes. De toute façon, éventuellement, vu que le webinaire sera disponible en replay, il y aura possibilité de voir tout ça. Mais du coup, il y avait une première question qui était est-ce que le territoire d'Agen est couvert par un contrat local de santé? Et est-ce qu'il y a une CPTS également qui couvre ce territoire? Et est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec ou ce contrat local de santé ou bien la CPTS dans le cadre de ce projet à Agen? Alors, contrat local de santé, CPTS, bon, on empile un peu les couches, on fait de la réunionnite aiguë, on fait des projets de santé, des diagnostics de territoire, etc. On produit beaucoup de contenu et puis au final, on se rend compte qu'il se passe pas forcément grand-chose. Nous, bien sûr qu'on est à chaque fois très partant d'adhérer et de participer au fonctionnement des CPTS, etc. On a un positionnement qui est toujours un peu en décalage parce que on vient s'installer dans le territoire, mais comme le médecin change chaque semaine, ceux qui nous représentent sont nos coordinatrices, qui sont des super secrétaires médicales, qui sont le point fixe, et elles ne sont pas forcément très demandeuses d'aller aux réunions de CPTS le soir, etc., de participer à toutes les actions. C'est pas forcément leur fiche de poste, et donc on est toujours partie prenante, mais on n'est pas non plus les leaders sur le territoire de l'offre de soins.
Bon, les participants ont été globalement enthousiasmés par votre point de vue. Donc, on a une deuxième et dernière question. À ce jour, serait-il possible d'avoir un ordre d'idée du nombre de médecins participant au réseau et du nombre de semaines qu'ils dédient à ce réseau chaque année? Et aussi, il y a une question qui revient souvent, c'est le mode de financement de ce type voilà, de projet. Est-ce que c'est la CPAM? Est-ce que c'est l'ARS? Si vous pouvez nous expliciter tout ça. Ouais. Alors, je vais essayer de faire une réponse assez courte et qui adresse un peu plusieurs réponses parce que je vois un peu j'ai vu un peu les questions. Donc, il y a trois profils de médecins, des remplaçants, des installés, des retraités. Les médecins installés, quand ils viennent, peuvent se faire remplacer dans leur cabinet. Il n'y a aucun problème pour ça. Quels sont les financements? Nous, les recettes, ce sont les consultations qui viennent du coup financer consultations par les patients, qui viennent financer. Donc, le centre de santé en lui-même est à l'équilibre. Ce que l'on doit faire payer par la puissance publique et par les collectivités, en tout cas trouver des financements externes, c'est pour nos frais de structure de notre association qui a une certaine charge administrative pour gérer tout ça. Et quand on aura 20 centres, on sera à notre point d'équilibre économique, c'est-à-dire que le bénéfice de chacun de nos centres nous permettra d'autofinancer nos frais de structure. Donc pour l'instant, nos financeurs externes, bah, c'est les collectivités régionales, départementales, l'agence régionale de santé, les comités de communes, etc. Je vois comment candidater pour accueillir un tel dispositif en zone très tendue. Je vous avoue qu'on cherche plutôt des médecins que des endroits où s'installer parce que c'est pas ça dont on manque, mais n'hésitez pas à écrire sur notre site Médecins Solidaires, à notre adresse contact, à nous parler de votre village. Sur la question des IPA, que je vois aussi revenir, nous, on est à fond dans le sujet parce que on doit absolument tirer le sujet des infirmières de pratique avancée, mais on doit le tirer intelligemment. Et nous, dans notre projet, c'est pas forcément facile parce que ce qu'il fait toute la qualité, à mon avis, d'une ou d'un IPA, c'est la relation de confiance qu'on va pouvoir construire entre un praticien installé et cet infirmier ou infirmière de pratique avancée. Nous, le médecin change chaque semaine, donc c'est un autre type de relation qu'on doit inventer. Mais il faut qu'on réussisse à craquer le sujet. On est en train de travailler dessus pour développer la présence des IPA dans nos centres de santé. Les médecins sont salariés, ils sont salariés 1 000 € la semaine, c'est une rémunération qui est en dessous de ce qu'ils mériteraient. C'est pour ça que ça s'appelle médecins solidaires, ils font vraiment cet effort de rémunération qui est discutable, mais on est vraiment dans l'idée d'un système qui va être immédiatement efficace. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour changer le système, on est là pour utiliser le système tel qu'il est, avec tous ses défauts, mais en disant, bah, tel qu'il est, on peut payer les médecins 1 000 € par semaine. Donc peut-être qu'il y a des syndicats qui voudront nous accompagner pour mener le combat pour qu'il soit mieux valorisé et pour que le projet puisse se déployer davantage. Pour l'instant, c'est vraiment des médecins qui sont engagés pour pouvoir voilà. Vis-à-vis de la question de l'ordre, est-ce que c'est de l'exercice forain? Non, pas du tout. Ils sont salariés, les médecins de nos centres de santé. Donc, c'est pas des médecins qui viennent exercer en libéral ponctuellement dans un autre territoire. Ils sont salariés de notre centre de santé. On leur fait signer un contrat de travail. Et c'est juste qu'on décide de changer de salarié toutes les semaines. C'est ça la structure juridique. Et je vois Valérie Lafont qui dit dommage d'avoir cette idée sur les CPTS. Ce n'est pas un millefeuille de plus juste des territoriales. Dommage de s'exclure. Moi, j'exclus vraiment pas. Je suis hyper favorable. Il n'y a vraiment pas de souci. Je constate simplement que c'est difficile d'avoir de l'engagement. Je suis convaincu néanmoins que les CPTS, quand elles sont bien menées et quand elles sont bien animées, sont là pour changer les choses avec cette approche de santé populationnelle qui doit animer un collectif de professionnels de santé en disant ben, comment est-ce que collectivement on gère le problème. Et c'est évident, je parlais juste du décalage que nous, on peut avoir, puisqu'on est une structure qui vient se poser un peu comme un ovni, mais qui n'a pas vocation à animer forcément la CPTS. On est plutôt en dérivation pour soutenir les médecins. Voilà, je m'arrête. Non, non, ne vous inquiétez pas, il y a encore 4 petites minutes. Ah Si bon? Oui, voilà. Donc, moi, vous avez mis la rate au courbouillon, mais voilà, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce que de ce projet, vous en parlez aux étudiants au niveau de vos axes de communication voilà, enfin, à quel public vous vous adressez lorsque vous essayez de promouvoir ce projet? Alors, bah nous, on a grosso modo trois canaux pour en faire la promotion. On a la presse
classique, hein. Donc là, on est soumis au bon vouloir des journalistes qui veulent parler de nous. Donc on est toujours très réceptif. Donc sur la presse écrite, radio, télé, etc. Ça marche quand même pas mal. On a ensuite les congrès. On va régulièrement à des congrès de médecine générale avec un petit stand de médecins solidaires, on distribue des flyers, etc. Et puis, on a des partenariats aussi avec des organisations qui ont dans leur fichier un certain nombre de médecins généralistes parce qu'ils sont assureurs des professionnels de santé, parce qu'ils sont éditeurs de logiciels de santé, etc. Et avec qui on va construire un petit partenariat. Ils vont envoyer un mail à tous leurs clients, sociétaires, médecins, et ce qui va nous permettre de toucher pas mal de monde. Après, bien sûr, il y a aussi le bouche à oreille. Nous, l'enjeu, c'est effectivement les étudiants. Comment est-ce qu'on arrive à acculturer des internes de médecine générale dans ce projet-là pour que quand ils finissent leur internat, Médecins Solidaires soit parmi les options qui sont à leur disposition pour leur post-internat. Est-ce que je vais aller remplacer mon ancien maître de stage? Est-ce que je vais aller partir remplacer à La Réunion? Est-ce que je vais aller faire médecin solidaire? Et ça, il faut vraiment, où est-ce que je vais m'installer? Et ça, vraiment, c'est à nous de faire ce travail. Mais c'est difficile de rentrer dans les facultés, c'est difficile de rentrer en contact avec les internes de médecine générale. C'est un peu comme des anguilles, on n'arrive pas à les choper, on n'arrive pas à les avoir tous ensemble. On arrive à en avoir deux, trois, mais c'est assez compliqué. Il faut discuter avec le département de médecine générale. Les départements de médecine générale, ils sont souvent assez frileux de tout ce qui est de termes d'innovation médicale. Ils sont peut-être souvent un peu conservateurs ou d'une certaine idée de la médecine générale qui est tout à fait légitime, mais c'est pas facile. Voilà. Et c'est très important pour nous, mais c'est pas facile. Et du coup, une dernière petite question, est-ce que vous avez des départements là qui sont plus ou moins ciblés pour d'autres centres de médecins solidaires? Est-ce qu'on a d'autres départements ciblés? Oui, tout à fait. Oui, alors fin 2025, on va ouvrir dans les Alpes de Haute-Provence. Qui sont coincés entre Nice et Marseille, très enclavés. On va ouvrir aussi dans le Lot-et-Garonne là bientôt. Et puis on ouvrira aussi en région Centre-Val de Loire. On ne sait pas encore exactement quel département, mais normalement deux autres départements. Et puis je vois Marguerite, j'ai réagi sur le statut du docteur junior d'ici 2026. Nous, on a une carte à jouer très importante dans cette idée du docteur junior parce que il faut imaginer qu'on va demander à des médecins généralistes juste fraîchement diplômés, alors du coup docteur junior, donc fraîchement diplômés mais pas encore libres, d'aller exercer potentiellement dans des territoires. Si nous, on arrive à leur construire un outil de travail et à créer les conditions de cadre pédagogique pour qu'ils puissent aller se projeter dans ces territoires-là pendant quelques semaines, quelques mois, sans pour autant s'y installer, pour eux, ça peut être hyper enrichissant de découvrir ces territoires-là. Voilà. Donc, on discute aussi avec le conseil des généralistes enseignants, mais pareil, c'est pas facile. Ok, et ben merci beaucoup pour du coup votre présence et Voilà, merci à vous et je vous laisse du coup parce que j'ai une autre visio justement avec tous nos médecins à 19h30. Ah pas de bah, n'oubliez souci. pas de leur parler, de parler à leurs étudiants. Voilà. Ça marche. Bonne, Merci pour votre invitation. Merci à vous. merci beaucoup. Et du Au coup, nous revoir. allons désormais donner la parole au docteur Anne-Marie Brunery, vice-présidente du collectif LNSC. Eh bien, bonsoir à toutes et à toutes. Ça ne va pas être facile de passer après ce brillant exposé sur ce projet qui est tout à fait magnifique, solidaire. Donc nous, notre aventure, elle va vous paraître peut-être un peu exiguë, étroite et individualiste par rapport à tout ça, mais enfin, nous allons essayer de vous présenter notre aventure. Attendez, est-ce que c'est bon pour le partage? Oui, on voit totalement le partage. Ok, bon. Alors, on va peut-être se présenter tout d'abord. Donc, alors moi, je suis Anne-Marie Brunery, je suis adjointe à la mairie de Naves et je suis retraitée gynéco-obstétrique depuis 4 ans. Alors, bonsoir, Jean-Paul Barbero, moi je suis habitant de Naves et puis je suis donc membre du collectif qu'on a créé, collectif santé LNC. Et Fabienne Latour, donc je suis première adjointe à Naves et aussi membre du collectif. Voilà, donc alors cette aventure se déroule en Nouvelle-Aquitaine, dans le département de la Corrèze, dans l'agglomération de Moi, je vous coupe. Je ne sais pas si là, vous devez mettre votre partage, enfin votre diaporama, mais on a votre fond d'écran. Ouais. Voilà, là, c'est bon.
Alors, attendez, est-ce que je peux changer de diapo? Alors, oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Voilà. Donc, je disais que cette aventure se déroulait en Corrèze, dans l'agglomération de Tulle. Et donc, notre collectif correspond à un territoire qui est composé de 3 communes qui sont contiguës, que sont La Grolière, Naves et Saint-Clément. Alors, il faut savoir que depuis 2020, les 3 communes, conscientes de la nécessité absolue d'améliorer l'offre médicale sur leur territoire, avaient fait de cette action vraiment une priorité. C'était donc une volonté politique communale. Je passe à la suivante, si tu veux, contexte local. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre que ça marche bien. Vous avez bien le contexte local à l'écran? Oui. Oui, on a le contexte avec ce collectif qui a été créé par 3 communes. OK. Là, le voilà. Voilà. Alors, donc, les 3 communes représentent 4 743 habitants. Et en 2020, nous avions sur Naves un médecin traitant, mais qui allait partir à la retraite 3 ans plus tard. Un autre à La Grolière, mais qui n'était qu'à mi-temps, et qui n'a pas souhaité faire partie de notre collectif. Et donc, on était dans une situation urgente sur le plan des médecins généralistes. Alors, l'union fait la force. Et on pensait qu'il était illusoire. Excusez-nous, madame, on ne voit plus votre diapositive. Est-ce que vous visualisez le problème? J'arrête le partage et que je le remette. Ouais. Parce que je ne suis pas sûre de mon truc. Partager. Voilà. Historique. Donc, nous disions qu'on était conscient qu'il ne pourrait pas y avoir un médecin traitant par commune. Et donc, on a eu l'idée d'unir nos forces sur ces 3 communes contiguës. Alors, on souhaitait au départ trouver un mode de fonctionnement qui pourrait nous démarquer un petit peu et attirer ces perles rares que sont les médecins généralistes. Et on voulait créer une maison multiprofessionnelle, multisite. Le Covid est passé par là aussi, et puis on s'est retrouvé au bout d'1 an devant l'impossibilité totale. On n'avait pas suffisamment de professionnels, il n'y avait pas les conditions administratives nécessaires. D'où l'idée de créer un collectif selon la loi de 1901, et ce collectif santé LNCS a été créé donc en novembre 2021. Alors, ce collectif réunit des professionnels médicaux, des paramédicaux, des élus, mais aussi des citoyens qui étaient tous soucieux d'améliorer le pôle médical dans leurs 3 communes. On crée donc une dynamique de groupe en unissant nos forces pour recruter des médecins généralistes. Alors, ce collectif compte aujourd'hui 50 membres. Donc, les objectifs étaient définis dans les statuts. Nous souhaitions regarder la faisabilité d'un pôle de santé pluridisciplinaire et puis mettre en place toutes les actions qui pouvaient améliorer la santé, la prévention, la coordination des soins, promouvoir le territoire pour renforcer l'attractivité de ce secteur auprès des médecins généralistes, mais aussi d'autres professionnels de santé. Donc, l'idée est de créer une dynamique de groupe en montrant une volonté profonde d'agir collectivement et de nous donner donc une légitimité. Donc, on voulait unir nos compétences pour aller à la quête de ces jeunes praticiens. Donc, l'essentiel, c'est une action collective qui nous donnait une visibilité et qui recueillait les compétences de chacun. Alors, quelles actions avons-nous menées? Eh bien, tout d'abord, nous avons fait une réunion publique le 31 mars 2022 où l'on a accueilli plus de 200 personnes. Alors, ceci a permis de mobiliser les citoyens qui vont après œuvrer tout au long de ce parcours et on a bénéficié de compétences diverses. Et cette réunion montrait vraiment l'importance du problème pour la population et l'urgence d'agir. On a participé à un forum, le premier forum santé du Limousin, qui a eu lieu en avril 2022. Et grâce à notre collectif, notre entité, on a pu obtenir un petit stand qui nous a permis de présenter notre territoire avec un diaporama et on a pris contact avec déjà des étudiants. Et on a pu inscrire notre collectif sur le site de la faculté qui répertorie toutes les propositions d'installation et les communique aux étudiants. On a renouvelé ce forum en 2023, mais maintenant, les conditions d'accès sont différentes et on ne peut plus y participer. On a fait pas mal d'interviews avec FR3, avec Corrèze TV. On a eu une page Facebook sur laquelle on a communiqué.
On a tenté un publipostage où on a adressé 340 lettres adressées à des médecins déjà installés sur tout le territoire français, avec un ciblage sur des personnes assez jeunes. Mais alors là, ça a été un petit peu le fiasco. On a eu une seule réponse tout à fait cordiale, mais quelqu'un qui ne souhaitait pas du tout déménager. On a eu divers contacts avec les étudiants. Donc, le médecin installé sur Naves recevait des internes. Et donc, à chaque changement de stage, eh bien, on allait leur dire la messe en leur expliquant les intérêts qu'il pourrait y avoir à travailler chez nous. On a rencontré aussi des étudiants dans les hôpitaux périphériques de Tulle et de Brive, puisque moi-même, à l'époque, je travaillais dans cet hôpital. Donc, il était facile d'entrer en contact avec eux. Et puis, par bouche à oreille, tous les internes qu'on pouvait croiser, eh bien, on essayait de les rencontrer. Mais c'est de plus en plus difficile car ils sont effectivement extrêmement sollicités. On a fait des flyers. Donc, ces flyers ont été conçus par nous-mêmes. Hein. Ils ont été distribués dans les facultés, par les étudiants, par le biais de nos connaissances, par les habitants. Alors, dans toutes ces actions, que ce soit les réseaux sociaux, les interviews, on a eu le souci de montrer l'attractivité du territoire sur le plan professionnel, mais également par rapport aux infrastructures scolaires, de la petite enfance, touristique, le bien-être local, notamment par l'orientation éco-solidaire de nos 3 communes, et la proximité cependant de grandes structures médicales et d'axes autoroutiers importants. On a également fait des banderoles, d'ailleurs, donc le précédent témoignage parlait de ces banderoles qui sont installées à l'entrée de nos bourgs. Et bien, nous en avons mis, effectivement. Et ces banderoles ont montré notre visibilité, ont suscité des interrogations, notamment des médias. Nous avons eu quelques appels de candidature, parfois un petit peu farfelus d'ailleurs, mais ça n'a pas apporté beaucoup plus à notre projet. Nous avons fait une vidéo avec les enfants des 3 communes. Cette vidéo a été diffusée, partagée sur les réseaux sociaux. Et puis, nous avons fait des journées d'accueil. La première, en novembre 2022, nous avons accueilli 6 jeunes personnes. Donc, le but, c'était de nous faire connaître sur le plan professionnel et de faire connaître notre cadre de vie et l'accueil chaleureux qu'on pouvait leur promettre. Donc, on a fait un petit déjeuner, puis nous avons fait une randonnée pédestre. On a fait visiter les différentes structures des 3 communes et on a terminé par un repas tous ensemble. Donc, l'idée, c'était aussi de favoriser la rencontre de futurs professionnels, puisque maintenant, aucun ne veut s'installer tout seul, et de trouver éventuellement, de ces journées, d'éventuels collaborateurs. Et nous avions ciblé 2 jeunes personnes qu'on avait déjà rencontrées dans d'autres circonstances, et pour voir si justement elles avaient la même façon d'aborder la pratique médicale et de voir si une association était possible. Nous avons fait une deuxième journée d'accueil où on a eu seulement 3 personnes parce qu'il y a eu des problèmes de date, mais cette deuxième journée d'accueil a été l'occasion de recevoir à nouveau Chloé et Marie, et devant une petite chocolatine, eh bien, elles ont fini par dire oui, et leur décision a été prise au cours de ces journées d'accueil. Et donc, en 2024, c'est le soulagement, la quête du Graal. Nous avons eu le grand plaisir de recevoir la décision de ces 2 jeunes praticiennes de s'associer et pour remplacer vraiment sur le fil le médecin de Naves qui partait à la retraite. Et donc, on voit bien que c'était vraiment la catastrophe si on n'arrivait pas à obtenir des remplaçants à ce médecin parce qu'on se retrouvait avec un territoire vraiment sans médecin traitant totalement. Alors, ces jeunes filles ont une nouvelle façon de travailler. Elles ont un secrétariat pour l'accueil, pour la prise de rendez-vous. Et aujourd'hui, eh bien, elles font le bonheur de beaucoup de citoyens. Mais cependant, malgré cela, ceci a des limites, car elles ont justement pris la place du médecin qui était déjà présent. Et très rapidement, il y a eu une liste d'attente. Et on n'a pas pu fonctionner, bien sûr, en multisite comme on le souhaitait au départ. Et il n'y a pas non plus une prise en charge de la totalité de la patientèle des communes avoisinantes. De ce fait, nous poursuivons nos actions. Donc, on a fait une nouvelle journée d'accueil en septembre 2024 qu'on a élargie aux paramédicaux et notamment aux kinés, puisque le kiné de Saint-Clément est parti aussi à la retraite. Donc, nous avons accueilli 2 personnes ce jour-là. Donc, c'est vraiment de plus en plus difficile même de capter des étudiants pour les rencontrer.
On a fait de nouveaux flyers modifiés en mentionnant bien le fait que nous avions réalisé l'accueil de deux jeunes praticiens. On a refait une vidéo avec des témoignages justement d'habitants de Naves qui témoignent sur leur contentement d'avoir pu in extremis trouver quelqu'un pour les soigner, notamment des gens qui sont en ALD. On a modifié la page Facebook et puis nos deux médecins s'inscrivent à des formations de maîtres de stage, ce qui va permettre dans un premier temps l'accueil de stagiaires externes, mais elles évolueront aussi vers l'accueil d'internes pour justement agir sur ces stages de 4e année d'internat. Nous avons eu aussi la joie d'accueillir une dentiste qui s'est installée en novembre 2024. Alors, c'est un petit peu en parallèle du collectif, mais néanmoins, ceci s'est fait par le biais d'un kiné qui faisait partie du collectif et qui a pu nous mettre en contact avec une dentiste roumaine qui est venue, là aussi, remplacer le dentiste de Naves sur le fil lorsqu'il est parti à la retraite. Donc, nos sentiments par rapport à tout ça, eh bien, c'est la difficulté croissante de rencontrer et de prendre contact avec les étudiants qui sont saturés par les sollicitations. C'est ce que disait M. Jardel précédemment. Notre espoir, eh bien, c'est d'avoir créé un pool local avec 2 jeunes personnes et que ceci sera plus attractif pour d'autres personnes qui voudraient venir s'installer, qui ont déjà une équipe en place. Et puis, on a l'espoir aussi, donc, dans le statut de maître de stage, l'accueil de stagiaires avec la réforme de 4e année d'internat, parce que nous pensons vraiment que pour avoir envie de s'installer dans un endroit, il faut connaître le territoire, connaître son attractivité, mais s'y imprégner suffisamment longtemps pour avoir envie de venir là, de trouver une équipe et des locaux. Donc voilà, nous n'avons pas la formule magique, puisque nous aimerions nous aussi augmenter notre potentiel, mais il est certain que la dynamique de ce collectif a permis de gagner la bataille sur le fil pour éviter une catastrophe au niveau de notre territoire. Alors, nous avons une première question. Alors, envisagez-vous une structuration en maison de santé pluridisciplinaire? Alors, nous avons toujours dit dans notre projet que les médecins qui viendraient chez nous, on leur laissait le libre choix, bien sûr, de leur mode de fonctionnement. Donc, oui, par rapport aux 2 autres communes qui sont contiguës, on souhaiterait ce fonctionnement. L'idée, c'était qu'il y ait un cabinet dans chaque commune et que les médecins basés sur Naves puissent aller une semaine ou un jour par semaine éventuellement dans les communes avoisinantes. Donc pour cela, il faut pouvoir recruter d'autres praticiens. Et s'ils ont ensemble l'envie de fonctionner comme ça, bien sûr qu'on le souhaiterait, mais ça dépend tout à fait des personnes que l'on recrute. Ok. Justement. Oui, il y a une deuxième question à ce propos. Les 2 jeunes médecins généralistes qui se sont installés, est-ce qu'ils sont originaires de votre territoire ou est-ce qu'ils proviennent de territoires aux alentours et ils ont été attirés par les différentes choses que vous avez mises en place et qui ont permis… Alors, sur ce point, on a eu de la chance, mais on a quand même contribué à faire jouer la chance. À savoir que l'une de ces 2 personnes est originaire du territoire, effectivement, elle est originaire de Tulle même. Elle faisait des remplacements depuis 5 ans et elle était sollicitée de partout. Tout le monde voulait qu'elle vienne s'installer chez eux, mais elle ne voulait pas s'installer seule. Et la deuxième personne, nous l'avions contactée au tout début, en 2020, elle était venue nous voir, parce qu'en fait, elle habite sur le territoire, mais elle était déjà installée en Haute-Vienne, et elle était très bien dans l'endroit où elle travaillait. Mais par contre, elle a eu un enfant, et elle se rendait compte que les déplacements pour son lieu de travail lui prenaient 8 heures par semaine. Et donc, raisonnablement, elle s'est dit que pour des questions familiales, il était mieux qu'elle se rapproche d'ici. Alors, elle aurait pu aller dans d'autres structures, mais c'est la rencontre avec Chloé qui l'a vraiment décidé à venir sur Naves. Donc, c'est parce qu'elles se sont rencontrées qu'elles sont venues chez nous. Mais elles sont toutes les 2 originaires du territoire. Ok, merci. À présent, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les journées d'accueil? Donc, comment est faite la communication en amont de ces journées? Comment vous l'organisation?
Alors, c'est ce que je vous dis, c'est de plus en plus difficile à organiser parce qu'en fait, il faut au départ avoir quelques adresses de jeunes médecins qui sont susceptibles de s'installer dans les années qui viennent. Donc déjà, pour avoir ces contacts-là, c'est extrêmement difficile. On en avait eu lorsqu'on était allé au Forum Santé du Limousin, on en avait eu par le conseil départemental, on en a par la liste des remplaçants qui peuvent nous être fournis. Mais c'est effectivement très, très difficile. C'est là où le bas blesse, c'est d'arriver à trouver des candidats aux journées d'accueil. Après, l'organisation, elle est facile à faire, mais c'est le recrutement de ces candidats qui est extrêmement difficile. Donc, la dernière journée d'accueil, on n'a eu qu'un seul médecin généraliste qui est venu, et parce qu'il venait remplacer les 2 jeunes médecins qui étaient installés. Donc, je vous avoue que là, je n'ai pas la formule magique, là aussi, pour continuer ce genre d'expérience. Ok. Peut-être, oui, comme c'est un public principalement jeune, c'est vrai que nous, on est très réseaux sociaux, donc vraiment opter pour un mode de communication via Instagram, voire Ah même oui, TikTok. Je ne sais pas si, voilà, c'est des on outils l'a fait. qu'on On employés. l'a fait. Ouais. Oui, 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 non, tout à fait, pas TikTok, mais on l'a fait par la page Facebook, on l'a fait par les mails au syndicat des étudiants, on a utilisé ces réseaux sociaux, oui. Ok, Mais bah, malgré ça, c'est pas pour autant qu'on a des réponses positives. et dans les prochaines questions du coup qu'on a eues, il y avait comment, selon la multidisciplinarité à la fois de votre collectif, du pôle de santé et des différents professionnels qui sont dans le territoire, vous pouvez favoriser la pratique de la prévention au niveau des maladies et une vision globale de la santé. Excusez-moi, mais Dans la question. j'ai pas entendu je vais le redire parce que ça a coupé, j'ai pas bien compris. Comment Pas de selon souci. la discipline, la foi de notre collectif de santé favorise la pratique de la prévention. Ah bien, là, j'ai un petit peu de mal à vous répondre. Là, on n'est pas vraiment multidisciplinaire. Disons qu'aujourd'hui, on a eu 2 médecins généralistes qui font leur travail de généraliste, donc elles font de la prévention. Le fait d'avoir déjà un médecin généraliste sur place, c'est faire de la prévention. Si on se retrouve avec tout un tas de gens qui n'ont pas de médecin traitant, notamment des gens en ALD, eh bien, là, on ne peut plus faire de prévention. Ils arrêtent même de se faire soigner. Donc, bien sûr, le fait déjà d'avoir 2 médecins assure cette prévention par rapport à la santé. Le côté multidisciplinaire, on ne l'a pas vraiment sur notre territoire. Hein. Ok. Vous avez plusieurs félicitations qui apparaissent au fur et à mesure dans le chat, que ce soit pour votre initiative ou pour les actions que vous mettez en place. Et du coup, on aurait d'autres questions. Ouais, notamment bon, parce que le médecin n'est pas, bien sûr, pas isolé d'autres professionnels de santé, en particulier les pharmaciens. Donc, dans ces territoires, est-ce que la présence d'un médecin est systématiquement accompagnée d'une offre pharmaceutique adéquate? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'officines voilà, qui ferment. Est-ce que vous observez aussi un manquement au niveau des pharmaciens? Alors, c'est une très bonne question. Moi, je peux prendre la question en sens inverse, c'est-à-dire que nous avons… alors, il y avait une pharmacie sur la Grolière et qui a fermé il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Par contre, sur Naves, nous avons une pharmacie qui était… les 2 pharmaciennes qui étaient extrêmement inquiètes pour leur avenir, parce que justement, si il n'y avait plus de médecins généralistes sur notre territoire, notamment sur Naves, eh bien, elles étaient inquiètes pour leur avenir aussi professionnel. Donc, elles ont été extrêmement engagées dans ce collectif. Et elles ont été ravies et on a une collaboration tout à fait intéressante par rapport à ça. Et du coup, une des autres questions qu'il y avait, c'était quelle est la place de la télémédecine? Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé, des consultations à distance? Alors là, je vais être obligée de répondre de façon très personnelle parce que Allez-y, c'est fait pour. une vision très négative de la télémédecine. Donc, je participe aussi au niveau de l'agglo au pôle santé, hein, puisqu'il y a aussi des recherches à ce niveau-là, le contrat local santé. Et personnellement, j'ai toujours eu une attitude assez négative vis-à-vis de ça, parce que je ne pense pas qu'on puisse remplacer la médecine et faire de la médecine par
consultation. Si ça devient un palliatif au manque actuel, ça remplace par des choses financières des médecins et ce n'est pas du tout ma façon de voir la médecine. Donc, je n'ai jamais plaidé en faveur de ça et le médecin qui était sur NAV et qui est parti à la retraite partageait aussi tout à fait ma vision des choses. Donc, nous, on n'a pas du tout envisagé cette solution. Parce que vous savez que la télémédecine se pratique aussi dans les officines, donc c'est vrai qu'on pourrait coupler, enfin répondre à deux manquements, qui est à la fois le pharmacien, lui donner aussi, lui attribuer d'autres rôles, donc de relais avec, pour ne pas non plus isoler complètement le patient, mais voilà, avoir un support qui est le pharmacien. Le pharmacien, là, il est en contact direct avec les deux médecins qui sont là, puisqu'ils ils ont juste à traverser la route. Donc, c'est assez facile de communiquer par rapport à ça. Je ne pense pas que mettre une borne de téléconsultation soit bénéfique. Encore une fois, je ne conçois pas la médecine sous cette forme-là. On ne peut pas faire on m'a parlé un jour, en me présentant ça, d'un diagnostic à 80% quand on avait fini d'interroger les gens. Moi, je suis vieille maintenant, donc j'ai été éduquée avec la médecine. C'est un interrogatoire, une prise de contact avec les gens, puis ensuite on va les inspecter, on va les palper, puis ensuite on va faire des examens complémentaires et puis après on va les soigner. Mais si vous voulez, la télémédecine, elle brouille tout ça. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur ces choses-là, qui en profitent finalement. Et je ne suis pas sûre qu'au bout du compte, les choses soient positives, parce qu'on peut faire d'une part des faux diagnostics, orienter les gens vers des fausses pistes, alors peut-être pour soigner l'angine, et encore que, hein, mais je ne crois pas qu'il faille engager les gens dans cette chose-là, et je pense que l'argent qui est mis sur ça, il vaut mieux le mettre pour développer la santé d'une façon différente. Et du coup, pour revenir un petit peu sur le thème de la promotion et de la prévention de la santé, est-ce qu'au niveau des médecins généralistes qui sont installés dans votre territoire, il y a des actions de prévention, d'aller vers les patients, de promotion de la santé qui ont été mises en place au-delà des consultations en cabinet, mais plutôt par exemple des initiatives à l'échelle d'Octobre Rose ou de Mars Bleu ou ce genre de choses? Est-ce qu'il y a pu avoir des petites actions de promotion de la santé qui ont été mises en place? Alors, oui, tout à fait, il y a ce genre d'actions sont mises en place, mais elles ne sont pas directement par les médecins généralistes, hein, puisqu'elles ont déjà beaucoup à faire. Mais par contre, il y a effectivement le contrat local santé ici qui existe sur le territoire. Et donc, il y a plein d'actions qui sont faites. Il y a aussi des associations OLA qui sont mises en place et qui font des aides aux aidants, qui reçoivent les gens une fois par semaine. Donc, oui, effectivement, il y a beaucoup d'actions de Octobre Rose. Tout le monde y participe sur notre territoire. Donc tout ça est mis en place, mais ce n'est pas directement les médecins généralistes qui portent ces actions. Mais par contre, toutes les structures d'à côté, oui, tout à fait. Ok. Et du coup, on vous remercie pour votre participation. En tout cas, il y a eu plein de questions dans le chat et plein de félicitations par rapport à ce que vous avez mis en place. Et du coup, on va accueillir notre dernière intervenante. Qui est Madame Élodie de Lagrange. Donc, si vous êtes connectés, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation également. Je vais lancer le diaporama. Partager. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Vous voyez une diapo ou deux diapos? On n'en voit qu'une seule. Donc, c'est bon. J'ai fait ce qu'il fallait. Bon, bonsoir à tous. Donc, oui, moi, je suis Élodie de Lagrange. Donc, je travaille pour le pôle territorial du Sud-Gironde, donc une collectivité. Et donc, c'est vrai que depuis le début de ce webinaire, donc, on a évoqué les contrats locaux de santé. Donc, je vais essayer de les représenter ce soir. Donc moi, depuis le 1er janvier de 2025, donc en fait, je suis responsable du contrat local de santé à temps plein et on a aujourd'hui intégré complètement la santé mentale aussi dans le contrat local de santé. Donc je m'occupe beaucoup moins de développement économique. Et voilà, comme ça a pu être dit, ça fait partie des évolutions aussi sur ce territoire. Donc moi j'ai la charge de représenter les CLS et de montrer en quoi une approche territoriale de la santé va nous amener aussi à promouvoir la santé sur un territoire et surtout donc
par ricochet ou en action directe à lutter contre la désertification médicale. Donc, je vais un peu moins parler directement de comment on va chercher les médecins, mais plutôt comment on travaille sur l'environnement et les déterminants de santé. Et oui, je rejoins le docteur Martial Jardel sur parfois un petit peu l'effet Rignoni des contrats locaux de santé. Et c'est vrai que c'est des outils où on cherche aussi notre façon de travailler. Mais je vais quand même essayer de vous montrer que ça peut déboucher sur des actions très concrètes. Donc, voilà, je vais revenir forcément donc, un petit peu sur le cadre. Pourquoi une approche territoriale de la santé? Qu'est-ce qu'un CLS? Un petit peu parler donc du coup de notre territoire du Sud-Gironde pour que vous puissiez comprendre les composantes et comment on travaille sur ce territoire. Nos grands axes sur lesquels on travaille. Et puis, même si c'est le dernier point, c'est là où je passerai un petit peu plus de temps justement sur les actions concrètes pour que vous puissiez vous rendre compte sur quoi on peut vraiment agir à travers un CLS et à travers une approche territoriale. Donc déjà, moi, la première chose qui me semblait intéressant à montrer, c'est ce camembert là, des déterminants de la santé. Alors, on le trouve sur beaucoup de sites. Et là, je l'ai pris sur un site canadien. Mais c'est important de savoir que, voilà, moi, que ce soit les élus, les habitants, les territoires, on se focalise beaucoup sur on n'a plus de médecins dans nos territoires, on a une offre de soins et un système de soins avec une offre voilà, qui se réduit, des délais d'attente sur les rendez-vous. Mais c'est important de rappeler que la santé, on est en bonne santé grâce au système de soins, on va dire, à 25%. Hein, et qu'en fait, la bonne santé d'un individu, elle repose avant tout donc, sur une part biologique. Donc celle-là, c'est le camembert bleu de 15%. Évidemment, là, on ne peut pas agir. Mais à 10%, c'est l'environnement physique. Alors l'environnement physique, c'est quoi? C'est la qualité de l'air, de l'eau, les logements. Et surtout, à 50%, c'est l'environnement social et économique. C'est pour ça que je reprécisais tout à l'heure aussi que dans le CLS aujourd'hui du Sud-Gironde, on a maintenant intégré complètement la santé mentale, puisqu'on va travailler beaucoup sur l'environnement social et les liens sociaux, qui sont majeurs aussi comme déterminants de santé, de la santé physique et de la bonne santé de la personne. Donc voilà, c'est important de rappeler ça, parce que c'est vrai que la communication qui est faite aujourd'hui assez dramatique, hein, en fait, hein, de la désertification médicale dans les territoires, elle est réelle, mais la santé ne repose pas que sur l'accès à un médecin. C'est qu'une partie de la santé, et surtout qu'on va essayer bon, ça fait longtemps que ça se dit, mais de plus en plus aussi, de travailler davantage sur la prévention, c'est-à-dire avant la maladie, et plutôt que sur du curatif. Et puis travailler aussi beaucoup, ça c'est sur ce qu'on appelle l'empowerment, hein, c'est-à-dire la capacité des personnes à prendre soin d'elles-mêmes. Et ça va être ces leviers-là aujourd'hui dans notre système de santé qui vont aussi apporter des éléments positifs pour prendre soin de développer la promotion de la santé sur nos territoires et en France. Alors, le contrat local de santé, donc quand même un petit peu de définition. Donc, on est sur un contrat qui est un outil développé au niveau national. Il n'y en a pas partout, mais presque tout le territoire national aujourd'hui est bien couvert par, en effet, les CLS. Les agences régionales de santé ont fait beaucoup de la promotion de ce dispositif et les financent aussi les postes. Et donc, le principe, c'est d'avoir un contrat qui est une rencontre entre le projet régional de santé et aussi les besoins locaux des collectivités territoriales. Et donc, on fait un contrat ensemble. Ça, c'est minimum, c'est ARS et collectivités. Et autour, on a un ensemble de partenaires et une concertation avec les habitants, avec les partenaires pour construire un plan d'action sur 5 ans. Sur le sud de Gironde, on est au deuxième CLS 2024-2029. Notre premier était donc en 2019. Donc l'objectif, les caractéristiques, stratégie, objectifs définis en commun, programme d'action pluriannuel co-construit à partir des besoins locaux et bien sûr un suivi ensemble dans un comité de pilotage. Et l'objectif, c'est bien de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé, mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de proximité, donc en agissant avant tout sur les déterminants de santé et surtout ceux dont je vous ai montré avant, c'est-à-dire les 50%
c'est-à-dire tout ce qui est plutôt l'environnement économique et, euh, et social de la personne, mais aussi l'environnement physique, je pourrais en dire deux mots. Donc, c'est un outil souple voilà, à l'échelle des territoires. Alors, juste nous, un petit peu le pôle territorial du Sud-Gironde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pôle territorial du Sud-Gironde, donc c'est un syndicat mixte, donc on est un syndicat public, les communautés de communes adhèrent. Et pourquoi c'est nous qui portons le contrat local de santé? Donc là, vous allez voir le lien avec, tout à l'heure, toujours pareil, ce camembert des déterminants de santé. C'est que nous, on porte bien sûr le contrat local de santé, mais on a beaucoup d'autres missions. On travaille aussi, par exemple, sur la mission du SCOT, donc c'est le schéma de cohérence territoriale. Donc là, on est vraiment dans les orientations d'urbanisme et d'aménagement du territoire. On porte aussi un plan climat et énergie territoire, et c'est là où je parle de l'environnement physique, c'est-à-dire qu'on a des actions en faveur de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. Donc ça, j'ai des collègues voilà, qui travaillent sur ces sujets. On travaille aussi sur des fonds européens, on va en entendre parler aussi un petit peu tout à l'heure. Et puis on a une mission, par exemple, sur l'emploi-formation, où on est là pour favoriser aussi l'emploi dans nos territoires, puisqu'on sait qu'aussi, voilà, avoir un emploi, avoir une formation, accéder à la formation et à l'emploi, c'est aussi un déterminant de santé important. Donc, on est une structure voilà, où on peut travailler la transversalité et travailler l'environnement physique, socio-économique de la santé de manière transversale. Et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que c'est nous qui portons le contrat local de santé. Ce qui est intéressant aussi, donc c'est les petites notes en bas du contrat local de santé, c'est la gouvernance. C'est que là, vous voyez quand même, alors nous, il faut savoir qu'au niveau du syndicat mixte Sud-Gironde, on a un président et un bureau avec 8 vice-présidents, donc un vice-président SCOT, PCAET. Et ce que je veux dire, c'est que sur la santé, moi j'en ai 3 comme. Donc, c'est vous dire l'importance que ça prend de la transversalité. On a un vice-président au contrat local de santé, une vice-présidente pour la santé mentale et une vice-présidente pour le bien vieillir, parce qu'on est un territoire où il y a une population âgée particulière qui grandit, et donc on en a besoin. Voilà. Donc on a quand même des représentations politiques élues par thématique, et ça crée des systèmes de gouvernance intéressants dans les territoires pour travailler vraiment en profondeur les choses. Et puis on a quand même une équipe technique aussi assez fournie. Donc il y a moi, chef de projet santé et santé mentale. On a réussi à recruter, et j'en parlerai aussi, donc un enseignant en activité physique adaptée, un ETP à l'année, et une chargée de mission Santé Europe, et là aussi vous allez voir. Donc on est quand même 3 personnes à travailler à temps plein sur le domaine de la santé sur ce territoire-là. En plus des collègues qui vont travailler sur SCOT, PCAET, et donc on arrive à monter des projets communs. Ce territoire, donc là j'ai mis une carte de présentation, donc il est à l'est de Bordeaux. Donc on est quand même essentiellement un secteur rural. Bon, vous avez Podinsac, que vous voyez, bon là on commence à être on est à 30 minutes de Bordeaux, donc on commence à être dans du périurbain, mais sinon c'est très rural. Donc 136 communes, vous voyez une densité moyenne de 54 habitants par kilomètre, donc essentiellement viticole, agricole. Et donc là, je vous ai mis les éléments principaux de la population pour que vous compreniez aussi les enjeux du contrat local de santé. On a une précarité qui est très marquée en Sud-Gironde, surtout sur les territoires évidemment les plus isolés, les plus au sud et les plus à l'est, côté Lot-et-Garonne. On a une mortalité, grâce aux chiffres, aux études de l'Observatoire régional de santé, on a des chiffres intéressants qui montrent qu'on a quand même une mortalité prématurée sur notre territoire, chez moins de 65 ans. Beaucoup de maladies chroniques qui sont en augmentation avec des taux supérieurs au niveau national. La santé mentale, on y revient. Les affections de longue durée pour pathologie psy sont en forte augmentation, avec une part très préoccupante chez les jeunes, chez 15-24 ans. Donc c'est pour ça qu'on a une mission particulière sur la santé mentale. Sur l'offre en professionnels de santé, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, donc oui, on a une baisse des médecins généralistes, mais malgré tout, on est à 10,3 médecins pour 10 000 habitants, donc on est quand même dans une moyenne un peu plus élevée
que déjà Nouvelle-Aquitaine qui est à 9,7 et en France à 8,4. Donc, nous aussi, on a une baisse, notamment avec les départs à la retraite, et puis avec les nouvelles façons aussi de travailler des médecins généralistes, puisqu'on le dit toujours, hein, un ancien médecin qui avait une patientèle, aujourd'hui, il faut 2 médecins pour remplacer un ancien médecin parce que les organisations de travail, tout a changé. Donc, nous aussi, on a cette problématique, mais elle est un petit peu moins prégnante que certains territoires, notamment ceux qui ont pu être aujourd'hui mis à l'honneur, comme la Creuse ou la Corrèze. On a par contre une densité de médecins spécialistes libéraux très faible, gynéco, cardio, pédiatre. Donc là, parce que ça, c'est Bordeaux, voilà, c'est très concentré sur Bordeaux, la métropole, donc c'est compliqué. Mais on a une densité d'infirmiers libéraux et de sages-femmes, par contre, qui est plus élevée. Donc, une situation assez contrastée, mais par contre, voilà, un milieu quand même, une population qui n'est pas en très bonne santé, avec des indicateurs de précarité assez forts, que ce soit sur l'emploi ou sur la santé physique, la formation. Ça, il faut le retenir, c'est un élément important chez nous. Là, je ne vais pas vous faire la liste, c'est juste pour vous dire que le contrat local de santé Sud-Gironde 2024-2029, donc c'est 28 partenaires en fait. Et c'était pour vous montrer un petit peu la diversité, évidemment. On a le syndicat mixte, nous, et l'ARS, c'est la base, après les communautés de communes. Mais après, donc on a les CPTS, et après on a des partenaires comme voilà, les missions locales, par exemple, qui eux, on travaille avant tout sur l'emploi-formation. On va travailler avec le Parc naturel régional des Landes de Gascogne, qui n'a pas une mission santé pure, mais qui va travailler sur bien sûr l'environnement naturel, l'environnement physique. Donc, on va mener des actions ensemble. On a quelques URPS, on a la CAF, on a l'éducation nationale. Donc, on a tous ces acteurs où c'est vraiment important pour mener des actions transversales. La synthèse de l'accord cadre, je vais faire très simple. Donc, on a un axe où là, on va beaucoup travailler sur l'offre de soins du territoire. C'est ce qui nous intéresse en particulier. On va donc agir en santé environnementale. Ensuite, on a un axe où là, on va mener des actions de prévention. Ça a été dit sur la précédente, sur leur CLS aussi en Corrèze, où en effet, on mène beaucoup d'actions en termes de prévention. Et ensuite, on a des actions qui sont vraiment sur des populations cibles. On anime un réseau d'acteurs de lutte contre les violences intrafamiliales en Sud-Gironde, donc l'autonomie des aînés et le bien vieillir, et ensuite le public vulnérable sur la santé physique et psychique. Alors, voilà ce dont je voulais vous parler. Donc surtout, après, voilà, ça mène à quoi cette approche globale et territoriale? Donc, ce qu'on peut mener comme action concrète, c'est travailler avec les CPTS sur les journées d'accueil. Là, je vous ai mis en fait tout simplement l'invitation qui avait été faite par le coordinateur de la CPTS Garonne. Donc, le 23 novembre, donc, il y a 2 entrées au niveau des internes aujourd'hui, en novembre et au printemps, donc, qui commencent leur stage sur les territoires. Donc, on a contacté tous les maîtres de stage universitaires qui ont pris contact et on a lancé une soirée d'accueil avec les internes. Puisque l'idée, c'est que les internes qui veuillent après s'installer chez nous et que pendant leur stage, ils trouvent que c'est super chouette de vivre chez nous et qu'il y a bien sûr tout le contexte des collègues professionnels, le réseau, mais aussi on veut leur parler du cadre de vie, de la qualité de vie sur notre territoire. Donc, on leur a organisé une petite journée un peu typée du tour touristique, avec des visites majeures sur notre territoire, patrimonial, évidemment une dégustation de vin, on est dans le Bordelais. Et on a terminé la soirée donc, dans un co-living, c'est-à-dire qu'on a un médecin sur notre territoire à Montségur. On en a un peu parlé dans les journaux, je ne sais pas si vous avez vu. Il a investi donc Montségur, c'est une bastide de 2000 habitants, assez isolée. Et donc, il a investi dans des appartements pour que les internes puissent se loger pendant leur stage. Donc là, vous avez le docteur Fagé avec son bonnet et 3 internes dans le logement tout neuf. Et on a terminé la soirée là, ça s'est très très bien passé. Et c'est vrai que moi, j'ai pu communiquer avec les stagiaires. Ils étaient ravis d'avoir ce lieu pour après leur consultation, pouvoir rester et pas avoir à retourner à Bordeaux ou ailleurs. Donc, c'est un lieu déjà, et puis ça permet du coup de passer du temps sur le territoire après les consultations, après le temps médical et de voir ce que c'est que de vivre chez nous. Et puis, j'ai mis aussi cet exemple-là, puisque là aussi, c'est un effet voilà, du contrat local de santé
on porte un programme de fonds européens, FEDER, où on a des enveloppes assez importantes qui sont réservées pour aider le développement de la santé sur notre territoire. Et donc, on a pu attribuer une enveloppe de 100 000 euros pour les travaux de ce co-living à Montségur. Donc ça, c'est aussi, là aussi, voilà, le contrat local de santé, il permet aussi d'accéder parfois à des financements publics, en tout cas d'aider. Autre projet très concret, renforcer le pouvoir d'agir. Voilà, j'en ai parlé. Donc, quand on travaille sur les déterminants de santé, aujourd'hui, donc, il y a une approche aussi en promotion de la santé, c'est de faciliter, de prendre en soin de sa santé, l'empowerment. Donc, on a récupéré une aide importante de l'Agence régionale de santé pour le développement du programme OptiCourse. Donc, c'est un programme probant, validé par l'ARS, pour former des animateurs dans nos territoires, diététiciens, travailleurs sociaux, chargés de prévention, pour animer des ateliers OptiCourse. Donc, OptiCourse, en fait, on va accompagner des familles ou des personnes à faire leurs courses, c'est-à-dire à budget constant, arriver à faire des choix d'approvisionnement qui soient plus sains pour la santé en termes évidemment de diététique et de nutrition. Ça a été développé par l'INRAE. Et ça a été démontré que ça améliore la qualité nutritionnelle des approvisionnements alimentaires sans surcoût financier. La Maison Sport Santé du Sud Gironde. La Maison Sport Santé du Sud Gironde, donc là, on développe des antennes. Donc, ce sont des enseignants en activité physique adaptée. On a mis en place tout un parcours de soins avec les médecins. Donc, aider aussi à lutter contre la désertification médicale, c'est offrir aussi à des médecins la possibilité d'avoir des outils sur le territoire pour monter des parcours de soins. Et ça, ils sont très sensibles pour ne pas être isolés. C'est-à-dire, moi, j'ai quoi sur le territoire aussi comme ressources pour m'aider dans l'accompagnement du malade, du patient, quels sont les parcours de soins qui sont mis en place. Et donc, on a la prescription de sport santé, prise en charge du bilan par la maison sport santé de la personne, et ensuite on peut l'orienter sur des activités physiques ou des ateliers. On va juste vous couper parce qu'il y a pas mal de questions. Peut-être si vous arrivez à faire une petite conclusion. Ah oui, alors la conclusion sur la maison sport santé, c'était un exemple. Et juste pour vous dire, par exemple, très concrètement, on a une convention avec la maison de santé de Cadillac et c'est l'infirmière Azalée qui oriente des patients sur la maison sport santé. On met en place des ateliers. Voilà. Mais après, vous pourrez. Je voulais juste vous montrer un petit peu le nombre de personnes que ça pouvait représenter et puis des indicateurs. Mais bon, voilà. Globalement, il y a déjà beaucoup de personnes qui vous remercient de parler de la promotion de la santé, de dire que ça ne tourne pas uniquement autour du médecin ou des professionnels de santé, mais l'individu, qu'il y a d'autres sphères en amont, en aval. Voilà, que c'est une affaire sanitaire, sociale et qu'il y a plusieurs personnes qui tournent autour. Du coup, la première question, c'était une personne qui voulait savoir s'il y avait aussi eu des axes dans le précédent contrat local de santé qui se concentraient justement sur cette désertification médicale et si du coup, il y a eu des changements dans le nouveau contrat local de santé par rapport à justement la baisse des médecins spécialistes libéraux, etc. Sur le premier contrat local de santé, en fait, comment dire, le premier contrat local de santé, c'est beaucoup de réseaux. Et puis, en fait, notre contrat local de santé, c'était 2019, 2023. Et en fait, on a tout monté en 2019, puis on a eu la crise Covid. Et ça, j'avoue que ça a complètement bousculé les choses. Bon, déjà, il y a beaucoup de mouvements de personnel. Ça a beaucoup changé les choses. On a travaillé beaucoup ensemble après sur la mise en place des dépistages, des centres de vaccination. Donc, notre premier CLS, il a vraiment été percuté par la crise Covid. On s'est beaucoup concentré sur le réseau et la prévention. Je trouve que c'est plus depuis c'est avec ce nouveau CLS où on va travailler davantage, l'arrivée aussi de la réforme et l'arrivée des docteurs juniors. Parce que même les projets de maison de santé, avec le Covid, on les a repris tout à la fin du CLS. Pendant 2-3 ans, il ne s'est plus rien passé, quoi. Voilà. Donc, c'est lié à... c'est un contexte particulier. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, quoi, sur le premier CLS. Ok, d'accord. Merci.
Alors, une deuxième question. Vous avez évoqué les problèmes d'emploi sur le territoire. Est-ce que Oui. vous avez envisagé un partenariat avec Pôle emploi, enfin France Travail maintenant, Oui. ou des organismes de formation divers? Alors oui, donc du coup, vu qu'en effet, donc, comme je disais, donc moi j'ai une collègue qui travaille sur l'emploi formation, donc on travaille régulièrement avec France Travail. Donc elle va s'occuper davantage, je sais pas, de faire des job dating, des forums de l'emploi, de l'orientation. Et moi, avec France Travail sur la santé, on a pu faire venir le Bergobus pour faire de la prévention. Là, en ce moment, avec eux, on va monter un programme spécifique sur les 16-25 ans, c'est-à-dire voilà, les jeunes demandeurs d'emploi pour la reprise d'activité physique, l'estime de soi, voilà, pour travailler sur la confiance en soi à travers l'activité physique pour aider à l'emploi. Ok. Mais on travaille, ou France Travail, en fait, on travaille souvent avec eux. Ok, il y a une question qui est revenue deux fois. La prochaine question, c'est par rapport à la dimension One Health. Et est-ce que vous arrivez à l'intégrer dans le cadre de votre contrat local de santé sur votre territoire? Alors, One Health, on a un axe santé-environnement sur l'approche, voilà, une seule santé. Donc, on a mis en place des actions, notamment dans les territoires, enfin, dans les villages viticoles, la mise en place de lisières. On a fait des réunions de concertation, en fait, viticulteurs, élus et habitants, pour qu'ils arrivent à cohabiter et se comprendre, parce qu'ils ne parlent pas du tout le même langage, ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Et après, la mise en place de lisières. Voilà, on arrive quand même. Après, le One Health, là où on n'a pas encore tout, ça va être la partie enfin, sur les animaux, quoi, en fait. Bien sûr. Voilà. Là, je sais que j'ai une collègue sur le Médoc qui a fait rentrer les services vétérinaires je crois qu'ils ont signé le contrat local de santé. Et elle est un petit peu en avance là-dessus. On attend de voir ce que ça donne. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais oui, on a un axe. On a un axe santé environnementale où on commence à avoir cette approche globale. Alors là, on a une dernière question qui est un petit peu enfin, très complète, hein, peut-être un peu complexe, mais bon, on va quand même la poser. Je vais essayer, oui. Est-ce que, en fait, vous pourriez préciser quels indicateurs sont actuellement utilisés pour évaluer justement l'impact de ces actions en prévention et en promotion de la santé dans ces territoires? Et il y a une sous-question qui est comment en fait réajuster les politiques locales pour en fait transférer ces bonnes pratiques à d'autres territoires, justement en utilisant peut-être les indicateurs d'efficacité. Alors, bon, les indicateurs, en fait, il n'y a pas d'indicateurs, comment dire, nous, il y a des indicateurs action par action. Si je prends la maison sport santé, évidemment, mes indicateurs, vu qu'il y a un bilan des personnes qui sont suivies à l'entrée et qui sont suivies pendant 6 mois, 12 mois, on voit très vite si ça marche, si ça fonctionne pas. Sur des actions de prévention, ça va être en effet le niveau de participation, le suivi aussi. Par exemple, le Bergobus, on fait de la prévention sur des dépistages du cancer colorectal. Est-ce que derrière, il y a eu des... Voilà. On rappelle les pharmacies, combien de kits on a distribués. Bon, on essaie d'avoir de la traçabilité comme ça. Mais on n'a pas d'indicateur, ça va être compliqué d'avoir un indicateur global ça va être action par action en fait. Ok. Alors, on vient de nous indiquer que finalement, on avait encore un petit peu de temps, donc on va en profiter parce qu'il y a encore des questions. D'accord. Alors, une des prochaines questions, c'était notamment quelle est l'importance de la participation citoyenne dans votre contrat local et comment est-ce que les citoyens, à leur échelle, peuvent s'impliquer dans les actions qui sont mises en place? Alors, sur la concertation citoyenne, donc en effet, il faut avancer un peu. Alors, aujourd'hui, on est sur les représentants des usagers plutôt. On est sur les représentants des usagers, on va travailler avec France Asso Santé, Conseil territorial en santé, qui sont membres. Voilà. Après, sur l'action directe citoyenne, aujourd'hui, on a surtout travaillé avec les personnes âgées. On est engagé, on est labellisé niveau hors de territoire Amis des aînés. C'est un réseau Ville Amis des aînés, où là aussi, ça nous demande d'aborder les besoins en fait de l'avancée en âge, parce que je préfère parler d'avancée en âge parce que quand on a 60 ans, 70 ou 80 ans, c'est quand même pas les mêmes besoins. Et sur le territoire Amis des aînés, oui, on fait régulièrement appel. Là, on va mener on lance un travail sur un guide ressources pour les personnes handicapées
pour passer à la retraite. Et donc, le 10 et 11 mars prochain, on fait des concertations citoyennes directement avec les personnes, c'est surtout des handicaps psychiques, mais aussi avec des personnes retraitées sans handicap, pour parler de passage à la retraite et des besoins qu'on a sur un territoire quand on passe sur le passage à la retraite. Voilà. Sur ce public-là, on a bien avancé. Sur les autres, il faut qu'on s'améliore. Mais on a les représentants des usagers aussi, les porte-parole, en fait. Et justement, dans le cadre de cette participation citoyenne, comment est-ce que vous sensibilisez les habitants à ces actions qui sont mises en place? Comment est-ce qu'elles sont visibilisées? Et comment est-ce que les gens, in fine, en fait, sont sensibilisés à la promotion de la santé? Nous, c'est des relais, hein. Il faut qu'on passe par les relais parce que nous, moi, je suis voilà. À part la maison sport santé où j'ai mon collègue enseignant APA qui est directement avec des patients, des habitants, moi, je les vois très peu. Donc, du coup, on va passer par les CCS, les CIS, les communes, les médecins de plus en plus en prescription. On s'appuie sur des relais des prescripteurs. Ok, d'accord. Et vous êtes aussi en contact, par exemple, avec les CCAS ou les acteurs du social, Oui, justement. beaucoup. Ok. Mais en fait, c'est vraiment le CLS, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va faire travailler les acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et puis, bon, grosso modo, on va retrouver 3 secteurs principaux, social, médico-social et sanitaire. Et nous, c'est notre capacité à les faire travailler ensemble. Bon, il y a encore quelqu'un qui vous remercie pour la qualité de votre Bon, présentation. merci. C'est vrai, parce que la promotion de la santé est quand même au cœur en tout cas, de notre webinaire. Alors là, la question, c'est l'arrivée des docteurs juniors Oui. pour un vrai sujet de disponibilité de locaux. Donc, comme ça a été évoqué avec un intervenant précédent. Donc, avec tous les partenaires que vous avez, est-ce que vous avez des solutions qui émergent dans ce sens pour rendre disponibles voilà, Oui, alors il y a un travail de recensement en cours avec les CPTS, donc déjà sur les cabinets médicaux, on va dire classiques, les maisons de santé. Et après, les collectivités cherchent toutes, ouais, elles sont toutes. Alors après, nous, notre rôle, ça va être aussi, parce que c'est un local par-ci, un local par-là, bon, il faut aussi, même si on est en milieu rural et que le local peut être pas très loin du médecin référent, bon, il faut quand même arriver à. Donc, on est en plein recensement. On est en plein recensement de ces locaux, puisque, bon, on a tous une copie, enfin, en Nouvelle-Aquitaine, encore, on a tous une copie à rendre pour la fin d'année, quoi, hein, sur les terrains de stage et qu'on puisse en proposer. Dans le terrain de stage, il faut le maître de stage et le local. Donc, ça, c'est un enjeu. Ok, ben merci beaucoup, du coup, pour votre témoignage. Merci à vous. Et du coup, on va laisser la parole à Madame Simone Matoulin-Pellissier, donc, qui est notre directrice et qui pourra donner le mot de la fin de notre webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le mot de la fin. Alors, je suis votre directrice. Je suis surtout la directrice de l'ISPEN, peut-être pas la vôtre, mais dans lequel vous êtes. Donc, étant médecin et professeur de santé publique, bien sûr que le sujet m'intéressait. Alors, je vais d'abord commencer par remercier nos étudiants de la promotion Master 2 qui vous ont, vous tous les intervenants et ceux qui ont organisé complètement ce webinaire et donc remercier aussi les participants qui ont accepté de communiquer. Je voulais aussi faire un petit mot sur le sujet, peut-être pas de synthèse, hein, parce que c'est difficile aujourd'hui de faire la synthèse, mais peut-être de vous dire qu'effectivement, en parlant de déserts médicaux, c'est vrai que rentrer par la promotion de la santé, heureusement que Madame Delagrange a montré la vision CLS territoriale, mais effectivement, quand on parlait de déserts médicaux, on est rentré sur le besoin de soins et pas le besoin de santé que vous vouliez peut-être évoquer aussi. Donc voilà, alors si je devais retenir des choses sur ces éléments, c'est que vous avez montré les différents intervenants. D'abord un élu, un maire d'une petite commune, d'un petit village, après un médecin, et après un collectif de territoire, et puis après un CLS qui est un dispositif de l'État. Donc déjà, vous avez montré différentes initiatives ou actions de l'État.
moi, je retiens, j'ai entendu auprès de tout le monde, c'est l'engagement de monsieur, du médecin qui était hyper engagé, qui espère que tous les autres médecins seront aussi engagés que lui, et nous l'espérons aussi, pour donner un peu de leur temps pour beaucoup de patients. Et donc, c'est cet humain, et on est content quand même que l'humain reste, l'humanité reste, quand on parle de ce sujet des déserts médicaux et des problématiques que ça entraîne en termes de soins, mais aussi de santé. Donc, voilà, après, il y a d'autres questions sur la télémédecine. Je pense que ça pourrait être en lui-même un prochain sujet, parce que derrière le mot télémédecine, il y a plein de choses différentes quoi, entre la cabine de consultation, qui effectivement, je suis un peu d'accord, n'est pas vraiment de la médecine, mais les téléconsultations qui peuvent avoir un intérêt dans certaines pratiques. Donc là, il y a peut-être un sujet pour aller un petit peu plus loin. Je remercie notre dernière intervenante d'avoir évoqué le Bergobus. Je ne sais pas si elle comprendra pourquoi, mais pour ma deuxième activité, ça, je vous remercie. Voilà. Et d'avoir souligné l'aspect des déterminants de santé, effectivement, avec 25% sur le soin et 50% sur la santé. Mais l'ensemble des intervenants qu'on a eus montre qu'il y a un besoin de répondre aussi bien sur le soin médical que sur les autres aspects de santé. Il ne faut pas les opposer l'un à l'autre. Voilà. Il ne faut certainement pas les opposer, mais c'est complémentaire. Et c'est, je pense, le message de fin, c'est pas une initiative contre une autre, mais il faudrait aujourd'hui, on est obligé d'avoir plusieurs initiatives complémentaires pour passer un cap. On espère que ça ira mieux. Et surtout, vous l'avez pas évoqué, mais en même temps qu'il y a une évolution de la démographie des personnels soignants, médecins et autres, il y a une évolution en fait de notre population, les personnes âgées, la santé mentale, des problématiques que nous avons qui sont complètement différentes. Et voilà, je terminerai là-dessus. Je vous félicite à tous, nos étudiants, et puis je remercie encore grandement nos participants, et je vous dis à une prochaine fois. Bonne soirée. Merci, madame. Merci beaucoup, merci pour votre mot de fin. Et du coup, à tous les participants et puis à toutes les personnes intéressées, vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'ISPED qui sera mis en ligne au plus tôt possible dès que notre équipe logistique s'y sera attelée. Voilà. Merci d'être resté jusqu'ici, en tout cas, et puis nous vous souhaitons une agréable soirée. Merci beaucoup, au revoir.